Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 24. Sauvetage. Notre position était devenue insupportable sur notre palier trop étroit. Il fut décidé qu'on élargirait ce palier et chacun se mit à la besogne. À coups de couteau, on recommença à fouiller dans le charbon. Comme nous avions maintenant un point d'appui solide sous les pieds, ce travail fut plus facile. Ce fut un grand soulagement quand nous pûmes nous étendre de tout notre long et rester assis, les jambes ballantes. Bien que la miche de Karori nous eût été étroitement mesurée, nous en avions vu le bout. Au reste, le dernier morceau nous avait été distribué à temps pour venir jusqu'à nous, car lorsque le magistère nous l'avait donné, il avait été facile de comprendre au regard des piqueurs qu'ils ne souffriraient pas une nouvelle distribution sans demander et si on ne la leur donnait pas sans prendre leur part. On en vint à ne plus parler pour ainsi dire, et autant nous avions été loquaces au commencement de notre captivité, autant nous fûmes silencieux quand elle se prolongea. Les deux sujets de nos conversations roulaient éternellement sur les deux mêmes questions. Quels moyens on employait pour venir à nous? Et depuis combien de temps nous étions emprisonnés? Étions-nous ensevelis depuis 2 jours ou depuis 6? On verrait quand le moment de la délivrance serait venu. Mais ce moment viendrait-il? Pour moi, je commençais à en douter fortement. Au reste, je n'étais pas le seul. Ce qui me console, si je reste ici, dit Bergounou, c'est que la compagnie fera une rente à ma femme et à mes enfants. Au moins, ils ne seront pas à la charité. À l'exception du magistère qui cachait ses sentiments et de Karori qui ne sentait pas grand-chose, c'étaient toujours les mots de mort et d'abandon qui, du cœur, nous montaient aux lèvres. Tu as beau dire, magistère, les bennes ne tireront jamais assez doux. Je vous ai pourtant déjà fait le calcul, plus de 20 fois. Un peu de patience, ça. Ce n'est pas le calcul qui nous tirera d'ici. Qui alors? Le bon Dieu. Possible que sa volonté soit faite, répliqua le magistère. Si nous sommes ici, dit Pagès, c'est bien sûr parce qu'il y a parmi nous des méchants que Dieu veut punir. Cela c'est certain, dit Bergounou. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que je paraîtrai devant Dieu, la conscience plus tranquille, si je m'étais conduit en meilleur chrétien en ces temps derniers temps. Je lui demande pardon de mes fautes de tout mon cœur. Et se mettant à genoux, il se frappa la poitrine. Je ne sais si c'était l'influence de cette prison sombre, la peur de la mort, la faiblesse du jeûne, la clarté mystérieuse de la lampe qui éclairait à peine cette scène étrange. Mais j'éprouvais une émotion profonde. Tout à coup, derrière moi, un sanglot éclata. Et, m'étant retourné, je vis l'immense Campérou qui se jetait à 2 genoux sur la terre. Le coupable, s'écria-t-il, c'est moi. Mais je me repens, si je sors, je jure de réparer le mal. Si je ne sors pas, vous le réparerez vous autres. Il y a un an, Rouquette a été condamné à 5 ans de prison pour avoir volé une montre dans la chambre de Vidal. Il est innocent, c'est moi qui ai fait le coup. La montre est cachée sous mon lit. En levant le 3e carreau, à gauche, on la trouvera. « Allô, allô !» s'écrièrent en même temps Pagès et Bergounou. « Si vous voulez le jeter à l'eau, vous m'y jetterez avec lui, dit le magistère. »« Eh bien non, dirent-ils, nous ne le pousserons pas à l'eau, mais personne ne lui parlera, personne ne fera attention à lui. »« Ça, c'est juste, dit le magistère. Il n'a que ce qu'il mérite. » Après ces paroles du magistère, qui était, pour ainsi dire, un jugement condamnant Campérou, nous nous tassâmes tous les 3, les uns contre les autres. L'oncle Gaspard, le magistère et moi, laissant un vide entre nous, et le malheureux affaissé sur le charbon. Pendant plusieurs heures, je pense, il resta là accablé sans faire un mouvement.
Il haletait et répétait « Je me repens, je me repens ». La fièvre l'avait pris, car tout son corps tressautait et l'on entendait ses dents claquer. « J'ai soif, dit-il, donnez-moi la botte. » Il n'y avait plus d'eau dans la botte. Je me levai pour aller en chercher, mais Pagès me cria d'arrêter, et au même instant, l'oncle Gaspard me retint par le bras. « On a juré de ne pas s'occuper de lui, dit Pagès. » Pendant quelques instants, Compérou répéta encore qu'il avait soif, puis il se leva pour aller descendre chercher de l'eau lui-même. Compérou m'avait vu descendre auparavant en me laissant glisser sur le dos, il voulut en faire autant. Mais j'étais léger, tandis qu'il était lourd. À peine se fut-il mis sur le dos que le charbon s'effondra sous lui, et sans qu'il pût se retenir de ses jambes écartées et de ses bras qui battaient le vide, il glissa dans le trou noir. L'eau jaillit jusqu'à nous, puis elle se referma et ne se rouvrit plus. Je me penchai en avant, mais l'oncle Gaspard et le magister me retinrent chacun par un bras. Tremblant d'épouvante, je me rejetai en arrière. J'étais glacé d'horreur, à moitié mort. « Ce n'était pas un honnête homme, dit l'oncle Gaspard. Maintenant tout va bien marcher, dit Pagès en frappant avec ses 2 pieds contre la paroi de la remontée. Si tout ne marcha pas bien et vite, comme l'espérait Pagès, ce ne fut pas la faute des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à notre sauvetage. La descente qu'on avait commencé à creuser avait été continuée sans une minute de repos, mais le travail était difficile. Le charbon, à travers lequel on se frayait un passage, était ce que les mineurs appellent nerveux, c'est-à-dire très dur, et comme un seul piqueur pouvait travailler à cause de l'étroitesse de la galerie, on était obligé de relayer souvent ceux qui prenaient ce poste. Le 7e jour, depuis notre engloutissement, on n'était encore arrivé qu'à une profondeur de 20 mètres. Il fallait d'ailleurs tout le noble entêtement de l'ingénieur pour continuer ce travail, car de l'avis unanime, il était inutile. C'était là l'opinion des gens compétents, aussi bien que du public. Les parents eux-mêmes, les femmes, les mères avaient pris le deuil. Personne ne sortirait plus vivant de la truyère. Sans ralentir les travaux d'épuisement qui marchaient, sans autres interruptions que celles qui résultaient des avaries dans les appareils, l'ingénieur, en dépit des critiques universelles et des observations de ses confrères ou de ses amis, faisait continuer la descente. La confiance qui l'animait passait dans le cœur des ouvriers, qui arrivaient ébranlés par les bruits de la ville et qui partaient partageant ses convictions. Et avec un ensemble, une activité admirable, la descente se creusait. Le 7e jour, le piqueur crut entendre un léger bruit, comme des coups frappés faiblement. Au lieu d'abaisser son pic, il le tint levé et colla son oreille au charbon. Puis il appela un de ses camarades pour écouter avec lui. Tous deux restèrent silencieux, et après un moment, un son faible répété à intervalles réguliers parvint jusqu'à eux. Aujourd'hui, la nouvelle courut de bouche en bouche, rencontrant plus d'incrédulité que de foi, et parvint à l'ingénieur qui se précipita dans la galerie. Enfin, il avait donc eu raison. Il y avait là des hommes vivants que sa foi allait sauver. Il écarta les mineurs et l'écouta, mais il était si ému, si tremblant, qu'il n'entendit rien. Mais les 2 piqueurs qui avaient entendu les premiers soutinrent qu'ils ne s'étaient pas trompés. C'étaient des hommes d'expérience, vieillis dans le travail des mines, et dont la parole avait de l'autorité. L'ingénieur fit sortir tous les ouvriers qui faisaient la chaîne pour porter les déblais, ne gardant auprès de lui que les 2 piqueurs. Alors ils frappèrent un appel à coups de pique, puis retenant leur respiration, ils se collèrent contre le charbon. Après un moment d'attente, ils reçurent dans le cœur une commotion profonde. Des coups faibles, précipités, rythmés, avaient répondu aux leurs.
Frappez encore à coups espacés pour être bien certain que ce n'est pas la répercussion de vos coups. Les piqueurs frappèrent et aussitôt les mêmes coups rythmés qu'ils avaient entendus, c'est-à-dire le rappel des mineurs, répondirent aux leurs. Le doute n'était plus possible, des hommes étaient vivants et l'on pouvait les sauver. La nouvelle traversa la ville comme une traînée de poudre et la foule accourut à la truyère, plus grande encore, peut-être plus émue que le jour de la catastrophe. On voulait embrasser l'ingénieur, mais lui, impassible contre la joie, comme il l'avait été contre le doute et la raillerie, ne pensait qu'au sauvetage, et il demandait des soldats à la garnison pour défendre les abords de la galerie et garder la liberté du travail. Les sommes perçues étaient si faibles qu'il était impossible de déterminer la place précise d'où ils venaient. Mais l'indication, cependant, était suffisante pour dire que des ouvriers échappés à l'inondation se trouvaient dans une des 3 remontées de la galerie plate des vieux travaux. Ce n'était plus une descente qui ira au-devant des prisonniers, mais 3, de manière à arriver aux 3 remontées. Lorsqu'on sera plus avancé et qu'on entendra mieux, on abandonnera les descentes inutiles pour concentrer les efforts sur la bonne. À l'espérance résultant du creusement des descentes se joint celle d'arriver par la galerie, car l'eau baisse dans le puits. Lorsque dans notre remontée, nous entendîmes l'appel frappé par l'ingénieur, l'effet fut le même que lorsque nous avions entendu les bennes d'épuisement tomber dans les puits. Sauvé, ce fut un cri de joie qui s'échappa de nos bouches, puis comme pour les bennes d'épuisement, après l'espérance revint le désespoir. Le bruit des pics annonçait que les travailleurs étaient bien loin encore, comme combien de jours déjà avions-nous vécu sans manger. Seul le magistère parlait encore avec courage, mais à la longue notre abattement le gagnait, et à la longue aussi la faiblesse abattait sa fermeté. Si nous pouvions boire à satiété, nous ne pouvions pas manger, et la faim était devenue si tyrannique que nous avions essayé de manger du bois pourri émietté dans l'eau. Garori, qui était le plus affamé d'entre nous, avait coupé la botte qui lui restait, et continuellement il mâchait des morceaux de cuir. Ce qui augmentait encore nos terreurs, c'était l'absence de lumière. Successivement, nos lampes étaient arrivées à la fin de leur huile. Et lorsqu'il n'en était plus resté que 2, le magistère avait décidé qu'elles ne seraient allumées que dans les circonstances où la lumière serait indispensable. Nous passions donc maintenant tout notre temps dans l'obscurité. Non seulement cela était lugubre, mais encore cela était dangereux, car si nous faisions un mouvement maladroit, nous pouvions rouler dans l'eau. À un certain moment, comme je sommeillais à moitié, je fus tout surpris d'entendre le magistère parler à mi-voix comme s'il rêvait tout haut. Je m'éveillai et j'écoutais. « Il y a des nuages, disait-il. C'est une belle chose que les nuages. »« Ah, nous aurons du vent, tant mieux. J'aime aussi le vent. » Rêvait-il, je le secouai par le bras, mais il continua. « Si vous voulez me donner une omelette de 6 œufs, non de 8, mais mettez-en 12. Je la mangerai bien en rentrant. L'entendez-vous, oncle Gaspard? Il perd la tête, c'est la faim et la fièvre. » Non, dit Bergonou, c'est son âme qui parle. Vous voyez bien qu'il est ailleurs. Où est le vent, magistère? Est-ce le Mistral? Il n'y a pas de Mistral, s'écria Pagès. Avaient-ils tous perdu la raison? Devenaient-ils fous? Que faire? Voulez-vous boire, magistère? Non, merci, je boirai en mangeant mon omelette. Pendant assez longtemps, ils parlèrent tous les 3 ensemble, sans se répondre, et au milieu de leurs paroles incohérentes revenaient toujours les mots « manger, sortir, ciel, vent ». Tout à coup, l'idée me vint d'allumer la lampe. Elle était posée à côté du magistère avec des allumettes. Je la pris. À peine eut-elle jeté sa flamme qu'il se
nourriture. Puis, après un moment de silence, ils demandèrent ce qui se passait exactement, comme s'ils sortaient d'un rêve. « Vous aviez le délire, dit l'oncle Gaspard. Vous disiez que vous étiez dehors et qu'il faisait du vent. Je descendis chercher de l'eau dans la botte. Il me sembla que les eaux avaient baissé dans le trou de quelques centimètres. Les eaux baissent. Et une fois encore, nous eûmes un transport d'espérance. On voulait laisser la lampe allumée pour voir la marche de l'abaissement, mais le magistère s'y opposa. Alors je crus qu'une révolte allait éclater, mais le magistère ne demandait jamais rien sans nous donner de bonnes raisons. Croyez-vous que vous ne mourrez pas d'impatience à voir l'eau baisser insensiblement? Car il ne faut pas nous attendre à ce qu'elle va baisser tout d'un coup. Nous serions sauvés. Prenez donc courage. Nous avons encore 13 allumettes. On s'en servira toutes les fois que vous le demanderez. La lampe fut éteinte. Nous avions tous bu abondamment. Le délire ne nous reprit pas. Et pendant de longues heures, des journées peut-être, nous restâmes immobiles, n'ayant pour soutenir notre vie que le bruit des pics qui creusaient la descente et celui des bennes dans les puits. Insensiblement, ces bruits devenaient de plus en plus forts. L'eau baissait et l'on se rapprochait de nous. Mais arriverait-on à temps? Notre faiblesse, d'instant en instant, devenait plus grande, plus douloureuse. Depuis le jour de l'inondation, mes camarades n'avaient pas mangé, et ce qu'il y avait de plus terrible encore, nous n'avions respiré qu'un air qui, ne se renouvelant pas, devenait de jour en jour moins respirable et plus malsain. Heureusement, à mesure que les eaux avaient baissé, la pression atmosphérique avait diminué. Car si elle était restée celle des premières heures, nous serions morts, assurément asphyxiés. Cependant, les eaux baissaient toujours, et nous eûmes bientôt une preuve qu'elles n'atteignaient plus le toit des galeries. Nous entendîmes un grattement sur le schiste de la remontée, et l'eau clapota comme si de petits morceaux de charbon avaient tombé dedans. On alluma la lampe, et nous vîmes des rats qui couraient au bas de la remontée. Comme nous, ils avaient trouvé un refuge dans une cloche d'air. Et lorsque les eaux avaient baissé, ils avaient abandonné leur abri pour chercher de la nourriture. S'ils avaient pu venir jusqu'à nous, c'est que l'eau n'emplissait plus les galeries dans toute leur hauteur. Ces rats furent pour notre prison ce qu'a été la colombe pour l'arche de Noé, la fin du déluge. Je voulus descendre au bas de notre remontée pour bien voir les progrès de la baisse des eaux. Maintenant, il y avait un grand vide entre l'eau et le toit de la galerie. « Attrape-nous des rats !» me cria Carori, que nous les mangions. Mais pour attraper les rats, il eût fallu plus agile que moi. Pourtant, l'espérance m'avait ranimé. Je remontai à notre palier. « Magistère, j'ai une idée. Puisque les rats circulent dans la galerie, c'est qu'on peut passer. Je vais aller en nageant jusqu'aux échelles. Je pourrai appeler et me faire entendre. On viendra nous chercher. Ce sera plus vite fait que par la descente. Je te le défends. Mais magistère, je nage comme une anguille. Et le mauvais air? Puisque les rats passent, l'air ne sera pas plus mauvais pour moi qu'il n'est pour eux. Vas-y, Rémi, cria Pagès. Je te donnerai ma montre. Gaspard, qu'est-ce que vous en dites? Demanda le magistère. Rien. S'il croit pouvoir aller aux échelles, qu'il y aille. Je n'ai pas le droit de l'en empêcher. Et s'il se noie? Et s'il se sauve au lieu de mourir ici en attendant? Un moment, le magistère resta à réfléchir. Puis me prenant la main. Tu as du cœur, petit. Fais comme tu veux. Je crois que c'est l'impossible que tu essaies, mais ce n'est pas la première fois que l'impossible réussit. Embrasse-nous. Je l'embrassai, ainsi que l'oncle Gaspard. Puis, ayant quitté mes vêtements, je descendis dans l'eau. Vous crierez toujours, dis-je, votre voix me guidera. Après quelques brasses, je trouvai que je pouvais nager en allant doucement, de peur de me cogner la tête. L'aventure que je tentais était donc possible. Au bout, était-ce la délivrance? Était-ce la mort?
Je me retournai, j'aperçus la lueur de la lampe que reflétaient les eaux noires. Là, j'avais un phare, et j'avançai avec précaution. De notre remontée aux échelles, la difficulté était dans la direction à suivre, car je savais qu'à un endroit qui n'était pas bien éloigné, il y avait une rencontre de galeries. Pour me diriger, le toit et les parois de la galerie n'étaient pas suffisants. Mais j'avais sur le sol un guide plus sûr, c'étaient les rails. En les suivant, j'étais certain de trouver les échelles. Les rails sous mes pieds et les voix de mes camarades derrière, moi, je n'étais pas perdu. L'affaiblissement des voix d'un côté, le bruit plus fort des bennes d'épuisement d'un autre me disait que j'avançais. Enfin, je reverrai donc la lumière du jour, et par moi mes camarades allaient être sauvés. Cela soutenait mes forces. Avançant au milieu de la galerie, je n'avais qu'à me mettre droit pour rencontrer le rail, et le plus souvent je me contentais de le toucher du pied. Dans un de ces mouvements, ne l'ayant pas trouvé avec le pied, je le plongeais pour le chercher avec les mains. Mais inutilement, j'allais d'une paroi à l'autre de la galerie. Je ne trouvais rien, je m'étais trompé. Je restais immobile pour me reconnaître et réfléchir. Lorsque j'eus respiré et pris une bonne provision d'air, je plongeai de nouveau, mais sans être plus heureux que la première fois. Pas de rail. J'avais pris la mauvaise galerie sans m'en apercevoir. Il fallait revenir en arrière. Mais comment? Mes camarades ne criaient plus, ou ce qui était la même chose, je ne les entendais pas. J'étais donc perdu dans cette nuit noire, sous cette lourde voûte, dans cette eau glacée. Mais tout à coup le bruit des voix reprit, et je sus par où je devais me tourner. Après être revenu d'une douzaine de brasses en arrière, je plongeai et retrouvai le rail. Je le suivis jusqu'au bout. Il s'interrompait brusquement. Alors je compris que le chemin de fer avait été arraché, bouleversé par le tourbillon des eaux, et que je n'avais plus de guide. Dans ces conditions, mon projet devenait impossible, et je n'avais plus qu'à revenir sur mes pas. Je fus bientôt à l'entrée de la remontée, et je criai à mon tour. Arrive, arrive, me dit le magister. Je n'ai pas trouvé le passage. Cela ne fait rien, la descente avance. Ils entendent nos cris, nous entendons les leurs. Nous allons nous parler bientôt. Rapidement, j'escaladai la remontée et j'écoutais. En effet, les coups de pique étaient beaucoup plus forts et les cris de ceux qui travaillaient à notre délivrance nous arrivaient faibles encore, mais distincts. Après le premier mouvement de joie, je m'aperçus que j'étais glacé. Mais comme il n'y avait pas de vêtements chauds à me donner pour me sécher, on m'enterra jusqu'au cou dans le charbon menu, qui conserve toujours une certaine chaleur. Et l'oncle Gaspard, avec le magister, se serrèrent contre moi. Alors je leur racontai mon exploration et comment j'avais perdu les rails. Mais ainsi que l'avait dit le magister, cela importait peu. Maintenant, car si nous n'étions pas sauvés par la galerie, nous allions l'être par la descente. Nous entendîmes bientôt ces trois mots prononcés lentement. « Combien êtes-vous » ? « 6. Il y eut un moment de silence. Sans doute dehors, ils avaient espéré un plus grand nombre. « Dépêchez-vous » cria l'oncle Gaspard, « nous sommes à bout. » « Vos noms » Il dit nos noms. Dans notre sauvetage, ce fut là pour ceux qui étaient au dehors. Le moment le plus poignant. Quand l'ingénieur annonça que nous n'étions que 6, il y eut un douloureux désappointement, mais une espérance encore pour chacun, car parmi ces 6 pouvait se trouver celui qu'on attendait. Il répéta nos noms. Hélas, sur 120 mères ou femmes, il y en eut 4 seulement qui virent leurs espérances réalisées. Que de douleurs, que de larmes, nous de notre côté, nous pensions aussi à ceux qui avaient dû être sauvés. Combien ont été sauvés demanda l'oncle Gaspard. On ne répondit pas. Ils n'ont pas entendu. Dis plutôt qu'ils ne veulent pas répondre. Demandez donc depuis combien de temps nous sommes là.
Depuis 14 jours, celui de nous qui dans ses évaluations avait été le plus haut, avait parlé de 5 ou 6 jours. Vous ne resterez pas longtemps maintenant. Prenez courage. Ne parlons plus, cela retarde le travail. Encore quelques heures. Ce furent, je crois, les plus longues de notre captivité. En tout cas, de beaucoup les plus douloureuses. Les coups de pique devinrent moins forts. Évidemment, on s'attendait d'un moment à l'autre à faire une percée. Et comme nous avions expliqué notre position, on craignait de causer un éboulement qui, nous tombant sur la tête, pourrait nous blesser, nous tuer ou nous précipiter dans l'eau, pêle-mêle avec les débris. Chose bizarre, plus le moment de notre délivrance approchait, plus nous étions faibles. Pour moi, je ne pouvais pas me soutenir, et couché dans mon charbon menu, il m'était impossible de me soulever sur le bras. Je tremblais, et cependant je n'avais plus froid. Enfin, quelques morceaux plus gros se détachèrent et roulèrent entre nous. L'ouverture était faite au haut de la remontée. Nous fûmes aveuglés par la clarté des lampes, mais instantanément nous retombâmes dans l'obscurité. Un courant d'air terrible, une trombe entraînant avec elle des morceaux de charbon et des débris de toutes sortes, les avait soufflés. « C'est le courant d'air. N'ayez pas peur, on va les rallumer. Au dehors, attendez un peu. » Attendre, encore attendre. Mais au même instant, un grand bruit se fit dans l'eau de la galerie. Et m'étant retourné, j'aperçus une forte clarté qui marchait sur l'eau clapoteuse. « Courage, courage !» criait-on. Et pendant que par la descente on arrivait à donner la main aux hommes du palier supérieur, on venait à nous par la galerie. L'ingénieur était en tête. Ce fut lui qui, le premier, escalada la remontée, et je fus dans ses bras avant d'avoir pu dire un mot. Il était temps, le cœur me manqua. Cependant, j'eus conscience qu'on m'emportait. Puis, quand nous fûmes sortis de la galerie plate, qu'on m'enveloppait dans des couvertures. Je fermai les yeux, mais bientôt, j'éprouvai comme un éblouissement qui me força à les ouvrir. C'était le jour, nous étions en plein air. En même temps, un corps blanc se jeta sur moi, c'était Capi, qui d'un bond s'était élancé dans les bras de l'ingénieur et me léchait la figure. En même temps, je sentis qu'on me prenait la main droite et qu'on m'embrassait. « Rémi » dit une voix faible. C'était celle de Mathias. Je regardai autour de moi, et alors j'aperçus une foule immense. Au premier rang, il me sembla apercevoir des surplis blancs et des ornements dorés qui brillaient au soleil. C'était le clergé de Vars qui était venu à l'entrée de la mine pour prier pour notre délivrance. 20 bras se tendirent pour me prendre, mais l'ingénieur ne voulut pas me céder, et fier de son triomphe, il me porta jusqu'au bureau où des lits avaient été préparés pour nous recevoir. 2 jours après, je me promenais dans les rues de Vars, suivi de Mathias, d'Alexis, de Capi. Et tout le monde sur mon passage s'arrêtait pour me regarder. Il y en avait qui venaient à moi et me serraient la main avec des larmes dans les yeux. Il y en avait d'autres qui détournaient la tête. Ceux-là étaient en deuil et ne se demandaient amèrement pourquoi c'était l'enfant orphelin qui avait été sauvé, tandis que le père de famille, le fils, était encore dans la mine, misérable cadavre, charrié et ballotté par les eaux. Hector Malot, volume 2, chapitre 25, une leçon de musique. Je m'étais fait des amis dans la mine. L'oncle Gaspard ainsi que le magister m'avaient pris en affection, et bien que l'ingénieur n'eût point partagé notre emprisonnement, il s'était attaché à moi comme à un enfant qu'on a arraché à la mort. Tout le monde voulait me garder à Vars. L'oncle Gaspard trouvait tout naturel que je retournasse dans la mine, mais je n'étais pas fait pour le travail sous terre.
Ce fut ce que j'expliquai à l'oncle Gaspard et au magister, qui furent, celui-ci surpris, celui-là peiné de mes mauvaises dispositions. Carouri que je rencontrai me dit que j'étais un capon. À l'ingénieur qui m'offrait de travailler dans ses bureaux, j'aimais mieux raconter la vérité entière. « Tu aimes la vie en plein air, me dit-il, l'aventure et la liberté. Je n'ai pas le droit de te contrarier, mon garçon. Suis ton chemin. » Pendant qu'on essayait de me retenir à Vars, Mathia avait paru sombre et préoccupé. Ce ne fut que quand je lui dis que nous partirions dans 3 jours, qu'il m'avoua la cause de cette tristesse en me sautant au cou. « Alors, tu ne m'abandonneras pas ?» s'écria-t-il. Sur ce mot, je lui allongeai une bonne bourrade pour lui apprendre à douter de moi et aussi pour cacher l'émotion qui m'avait étreint. Car c'était l'amitié seule qui avait provoqué ce cri et non l'intérêt. Mathia n'avait pas besoin de moi pour gagner sa vie. Cela était si vrai que pendant sa courte expédition avec Capi, il avait trouvé le moyen d'amasser 18 francs, ce qui était une somme considérable. 128 francs que nous avions en caisse et 18 francs. Cela faisait un total de 146 francs. Il ne manquait plus donc plus que 4 francs pour acheter la vache du prince. Bien que je ne voulusse pas travailler aux mines, ce ne fut pas sans chagrin que je quittai Vars, car il fallut me séparer d'Alexis, de l'oncle Gaspard et du magister. Mais c'était ma destinée, de me séparer de ceux que j'aimais et qui me témoignaient de l'affection. En avant. La harpe sur l'épaule et le sac au dos, nous voilà de nouveau sur les grands chemins, avec Capi joyeux, qui se roule dans la poussière. J'avoue que ce ne fut pas sans un sentiment de satisfaction. Lorsque nous fûmes sortis de Vars, que je frappai du pied la route sonore qui retentissait autrement que le sol boueux de la mine. Le bon soleil, les beaux arbres. Avant notre départ, nous avions, Mathia et moi, longuement discuté notre itinéraire. Après avoir bien pesé le pour et le contre, nous avions décidé qu'au lieu de nous diriger directement sur Chavanon, nous passerions par Clermont, ce qui n'allongeait pas beaucoup notre route et ce qui nous donnerait davantage d'exploiter les villes d'eau, à ce moment pleines de malades. Mathia avait rencontré un montreur d'ours qui se rendait à ces villes d'eau où, avait-il dit, on pouvait gagner de l'argent. Or, Mathia voulait gagner de l'argent, trouvant que 150 francs pour acheter une vache, ce n'était pas assez. Plus nous aurions d'argent, plus la vache serait belle, et plus la vache serait belle, plus Mère Barberin serait contente. Et plus Mère Barberin serait contente, plus nous serions heureux de notre côté. En venant de Paris à Vars, j'avais commencé l'instruction de Mathia, lui apprenant à lire et lui enseignant aussi les premiers éléments de la musique. De Vars à Clermont, je continuai mes leçons, soit que je ne fusse pas un très bon professeur, ce qui est possible, soit que Mathia ne fût pas un très bon élève, ce qui est possible aussi. Toujours est-il qu'en lecture, les progrès furent lents et difficiles, ainsi que je l'ai déjà dit. Mathia avait beau s'appliquer et coller ses yeux sur le livre, il lisait toutes sortes de choses fantaisistes qui faisaient plus d'honneur à son imagination qu'à son attention. Mais en musique, les mêmes difficultés ne s'étaient pas présentées, et dès le début, Mathia avait fait des progrès étonnants, et si remarquables que bien vite il en était arrivé à m'étonner par ses questions. Puis, après m'avoir étonné, il m'avait embarrassé, et plus d'une fois, j'étais restée à court. « Si tu voulais, me dit Mathia, j'irai demander une leçon à un vrai maître. Il faudra bien qu'il me dise tout ce que je ne sais pas. » Le vrai maître qu'il nous fallait, ce n'était pas un ménétrier de village, mais un grand artiste, comme on en trouve seulement dans les villes importantes. La carte me disait qu'avant d'arriver à Clermont, la ville la plus importante était Mende. Mende était-elle vraiment une ville importante?
C'était ce que je ne savais pas. Mais comme le caractère dans lequel son nom était écrit sur la carte lui donnait cette importance, je ne pouvais que croire ma carte. Il fut donc décidé que ce serait à Mende que nous ferions la grosse dépense d'une leçon de musique. Après avoir traversé dans toute son étendue le Causse-Méjean, qui est bien le pays le plus misérable du monde, nous arrivâmes enfin à Mende. Mathia était si pressé de savoir si Mende possédait un maître de musique que tout en soupant, je demandai à la maîtresse de l'auberge où nous étions descendus s'il y avait dans la ville un bon musicien qui donnait des leçons de musique. Elle nous répondit qu'elle était bien surprise de notre question. Nous ne connaissions donc pas monsieur Espinassou. Une crainte me vint. Un artiste aussi célèbre consentirait-il à donner une leçon à de pauvres misérables tels que nous? Et il est très occupé, monsieur Espinassou, dis-je. Oh oui, je le crois bien qu'il est occupé. Croyez-vous qu'il voudra nous recevoir demain matin? Bien sûr, il reçoit tout le monde, quand on a de l'argent dans la poche, s'entend. Comme c'était ainsi que nous l'entendions, nous aussi, nous fûmes rassurés, et avant de nous endormir, nous discutâmes longuement toutes les questions que nous poserions à cet illustre professeur. Après avoir fait une toilette soignée, nous prîmes Mathia son violon, moi ma harpe, et nous nous mîmes en route pour nous rendre chez monsieur Espinassou. Quand nous fûmes arrivés devant la maison qui nous avait été indiquée, nous crûmes que nous nous étions trompés, car à la devanture de cette maison se balançaient deux petits plats à barbe en cuivre, ce qui n'a jamais été l'enseigne d'un maître de musique. Cependant, nous entrâmes. La boutique était divisée en deux parties. Dans celle de droite, sur des planches, se trouvaient des brosses, des peignes, des pots de pommade, des savons. Dans celle de gauche étaient posés ou accrochés des instruments de musique, des violons, des cornets à piston, des trompettes à coulisses. « Monsieur Espinassou » demanda Mathia, un petit homme vif et frétillant comme un oiseau, qui était en train de raser un paysan, répondit d'une voix de basse taille. « C'est moi. » Je lançai un coup d'œil à Mathia pour lui dire que le barbier musicien n'était pas l'homme qu'il nous fallait. Mais au lieu de me comprendre, Mathia alla s'asseoir sur une chaise et d'un air délibéré, « Est-ce que vous voudrez bien me couper les cheveux ?» dit-il. J'étais ébahi de l'assurance de Mathia. Il me lança un coup d'œil à la dérobée pour me dire d'attendre avant de me fâcher. « Monsieur, dit Mathia, pendant qu'on lui nouait la serviette autour du cou, nous avons une discussion, mon camarade et moi. Et comme nous savons que vous êtes un célèbre musicien, nous pensons que vous voudrez bien nous donner votre avis sur ce qui nous embarrasse. Dites un peu ce qui vous embarrasse, jeunes gens. » Je compris où Mathia tendait à arriver. D'abord, il voulait voir si ce perruquier musicien était capable de répondre à ces questions. Puis, au cas où ces réponses seraient satisfaisantes, il voulait se faire donner sa leçon de musique pour le prix d'une coupe de cheveux. « Pourquoi, demanda Mathia, accorde-t-on un violon sur certaines notes et pas sur d'autres ?» Je crus que ce perruquier allait faire une réponse. Dans le genre des miennes, je riais déjà tout bas, quand il prit la parole. La seconde corde à gauche de l'instrument, devant donner le la au diapason normal, les autres cordes doivent être accordées de façon qu'elles donnent les notes de quinte en quinte, c'est-à-dire sol quatrième corde, ré troisième, la deuxième, mi, première corde ou chanterelle. Ce ne fut pas moi qui rime, ce fut Mathia. Tant que dura la coupe de cheveux, Mathias ne tarit pas en question, et à tout ce qu'on lui demanda, le barbier répondit avec la même facilité, la même sûreté. Mais après avoir répondu, il en vint à interroger lui-même, et bientôt il sut à quelle intention nous étions venus chez lui. Alors il se mit à rire aux éclats, puis il voulut que Mathia lui jouât un morceau, et Mathia, bravement, se mit à exécuter une valse. « Et tu ne sais pas une note de musique ?» s'écriait le perruquier en claquant des mains.
Mathia, ayant terminé son morceau de violon, prit une clarinette. « Allons, joue !» s'écria Spinassou. « Ce gamin est un prodige. Si tu veux rester avec moi, je ferai de toi un grand musicien, tu entends? Le matin, tu raseras la pratique avec moi, et tout le reste de la journée, je te ferai travailler. » En entendant ce discours, je regardai Mathia. Qu'allait-il répondre? Est-ce que j'allais perdre mon ami, mon frère, comme j'avais perdu successivement tous ceux que j'avais aimés? Mon cœur se serra. « Ne pense qu'à toi, Mathia, dis-je d'une voix émue. Mais il vint vivement à moi et me prenant la main, quittez mon ami. Je ne pourrai jamais, je vous remercie, monsieur. Espinassou insista. Il trouverait le moyen d'envoyer Mathia à Toulouse, puis à Paris au conservatoire. Mais Mathia répondit toujours. Quitter Rémi, jamais. Eh bien, gamin, je veux faire quelque chose pour toi, dit Espinassou. Je veux te donner un livre où tu apprendras ce que tu ignores. Et il se mit à chercher dans des tiroirs. Après un temps assez long, il trouva ce livre qui avait pour titre « Théorie de la musique ». Il était bien vieux, bien usé, bien fripé, mais qu'importait. Alors, prenant une plume, il écrivit sur la première page « Offert à l'enfant qui, devenu un artiste, se souviendra du perruquier de Mende. » Hector Malot, volume 2, chapitre 26, La vache du prince. J'aimais bien Mathia. Quand nous arrivâmes à Mende, mais quand nous sortîmes de cette ville, je l'aimais encore plus. Je n'avais pas pu dire devant Espinassou l'émotion que son cri « Quitter mon ami » avait provoquée en moi. Mais quand nous fûmes sortis, je lui pris la main, je la hais, la lui serrant. « Tu sais, lui dis-je, que c'est entre nous, à la vie et à la mort. » Il se mit à sourire en me regardant avec ses grands yeux. « Je savais ça avant aujourd'hui, dit-il. » Mathia, qui jusqu'alors n'avait très peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans la théorie de la musique de Kuhn. Malheureusement, nous étions obligés de marcher du matin au soir pour traverser au plus vite ces pays de Lozère et de l'Auvergne, qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n'est pas disposé à mettre la main à la poche. Il écoute avec un air placide tout ce qu'on veut bien jouer, mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s'en va ou il ferme sa porte. Enfin, par Saint-Flour et Issoire, nous arrivâmes au village d'eau qui était le but de notre expédition. Et il se trouva par bonheur que les renseignements du montreur d'ours étaient vrais. À la Bourboule, au Mont d'Or, surtout, nous fîmes de belles recettes. Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mathia que nous les dûmes. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public, et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s'il jouerait ou s'il ne jouerait pas, et surtout ce qu'il devait jouer. « Attention, me disait-il, quand nous voyons venir à nous une jeune dame en deuil, c'est du triste qu'il faut jouer. Tâchons de l'attendrir. Si elle pleure, notre fortune est faite. » Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis que c'était à fendre le cœur. Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, nous nous gardions bien d'aller nous camper brutalement devant lui. Nous nous mettions à jouer comme si nous jouions pour nous seuls. Du coin de l'œil, nous l'observions. S'il nous regardait avec colère, nous nous en allions. S'il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions. Et Capi pouvait lui présenter hardiment sa sébile. Mais c'était surtout auprès des enfants que Mathia obtenait ses succès les plus fructueux. Avec son archet, il leur donnait des jambes pour danser, et avec son sourire, il les faisait rire. Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux. Toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné 68 francs. 68 francs et 146 francs que nous avions en caisse, cela faisait 214 francs. L'heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon,
en passant par Ussel, où nous avait-on dit devait se tenir une foire importante pour les bestiaux. Jusqu'à ce moment, nous n'avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait. Notre vache serait blanche, c'était le souhait de Mathia. Elle serait rousse, c'était le mien, en souvenir de notre pauvre Roussette. Tout cela était superbe et charmant. Mais maintenant, il fallait que de la rêverie passer à l'exécution, et c'était là que l'embarras commençait. Comment choisir notre vache avec la certitude qu'elle aurait réellement toutes les qualités dont nous nous plaisions à l'apparaître? Je ne savais pas à quel signe on reconnaît une bonne vache, et Mathia était aussi ignorant que moi. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense. Mais combien elle nous rassurerait. Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, et nous continuâmes alors gaiement notre route. La distance n'était pas longue du Mont d'Or à Ussel. Nous mîmes 2 jours à faire la route, encore arrivâmes-nous de bonne heure à Ussel. J'étais là dans mon pays, pour ainsi dire. C'était à Ussel que j'avais paru pour la première fois en public. À Ussel aussi que Vitalis m'avait acheté ma première paire de souliers, ces souliers à clous qui m'avaient rendu si heureux. Sur 6 que nous étions alors, 2 seulement restaient debout, Capi et moi. Cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique. Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l'auberge, où j'avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d'un vétérinaire. Quand celui-ci eut entendu notre demande, il commença par nous rironner. « Mais il n'y a pas de vache savante dans le pays, dit-il. Ce n'est pas une vache qui sache faire des tours qu'il nous faut. C'en est une qui donne du bon lait. Et qui a une vraie queue, ajouta Mathia, que l'idée d'une queue collée tourmentait beaucoup. Pourquoi diable voulez-vous une vache demanda le vétérinaire. En quelques mots, j'expliquai ce que je voulais faire de cette vache. Vous êtes de bons garçons, dit-il. Je vous accompagnerai demain matin sur le champ de foire, et je vous promets que la vache que je vous choisirai n'aura pas une queue postiche. Ni des cornes fausses, dit Mathias, ni des cornes fausses. Ce sera une belle et bonne vache. Mais pour acheter, il faut être en état de payer. Sans répondre, je dénouai un mouchoir dans lequel j'avais été enfermé notre trésor. C'est parfait. Venez me prendre demain matin à 7 heures. Et combien vous devrons-nous, monsieur le vétérinaire? Rien du tout. Est-ce que je peux prendre de l'argent de bons enfants comme vous? Je ne savais comment remercier ce brave homme, mais Mathia eut une idée. Monsieur, est-ce que vous aimez la musique? Demanda-t-il. Beaucoup, mon garçon. J'avais compris l'idée de Mathia. Tu veux donner un concert au vétérinaire, dis-je? Justement. Une sérénade. Ça se fait pour ce qu'on aime. À 9 heures du soir, nous étions devant la maison du vétérinaire, Mathia avec son violon et moi avec ma harpe. La rue était sombre, les boutiques étaient déjà fermées et les passants étaient rares. Dans cette rue étroite, silencieuse, nos instruments résonnèrent comme dans la salle la plus sonore. Les fenêtres s'ouvrirent et nous touchions à l'endroit où j'avais demandé à Vitalis la permission de m'asseoir. « Prends la longe, dis-je à Mathia. » Et d'un bond, je sautai sur le parapet. Rien n'avait changé dans notre vallée. Entre ces 2 bouquets d'arbres, j'aperçus le toit de la maison de mère Barberin. Mathia vint près de moi, mais sans monter sur le parapet dont notre vache se mit à brouter l'herbe. « Suis ma main, lui dis-je, voilà la maison de mère Barberin. Voilà mon poirier, là était mon jardin. » Mathia, qui ne regardait pas avec ses souvenirs comme moi, ne voyait pas grand-chose, mais il n'en disait rien. À ce moment, un petit flocon de fumée jaune s'éleva au-dessus de la cheminée, et comme le vent ne soufflait pas, elle monta droit dans l'air le long du flanc de la colline. « Mère Barberin est chez elle, dis-je. » Tout à coup, je sentis les larmes m'emplir les yeux, et sautant à bas du parapet, j'embrassai Mathia, Capi se jeta sur moi et Mathia alla embrasser la vache. Comment allons-nous arranger notre surprise?
demanda Mathia. Tu vas entrer seul, tu diras que tu lui amènes une vache de la part du prince, et quand elle te demandera de quel prince il s'agit, je paraîtrai. Quel malheur que nous ne puissions pas faire une entrée en musique. Voilà qui serait joli. Mathia, pas de bêtises. Sois tranquille, je n'ai pas envie de recommencer, mais c'est égal. Une fanfare aurait été joliment en situation. Comme nous arrivions à l'un des coudes de la route, au-dessus de la maison, nous vîmes une coiffe blanche apparaître dans la cour. C'était Mère Barberin. Elle ouvrit la barrière et se dirigea du côté du village. Nous nous étions arrêtés et je l'avais montré à Mathia. Elle s'en va, dit-il, si tu l'appelais. La tentation fut vive. Cependant, j'y résistai. Je m'étais pendant plusieurs mois fait la fête d'une surprise. Je ne pouvais pas y renoncer ainsi. Nous ne tardâmes pas à arriver devant la barrière de mon ancienne maison, et nous entrâmes. Connaissant bien les habitudes de Mère Barberin, je savais que la porte ne serait fermée qu'à la clinche, et que nous pourrions entrer dans la maison. Mais avant tout, il fallait mettre notre vache à l'étable. Je la trouvais telle qu'elle était autrefois, encombrée seulement de fagots. J'appelai Mathia, et après avoir attaché notre vache devant l'auge, nous nous occupâmes à entasser vivement ces fagots dans un coin, ce qui ne fut pas long, car elle n'était pas bien abondante, la provision de bois de Mère Barberin. Maintenant, dis-je à Mathia, nous allons entrer dans la maison. Je m'installerai au coin du feu. Comme la barrière grincera comme lorsqu'elle la poussera, tu auras le temps de te cacher derrière le lit avec Capi, et elle ne verra que moi. Crois-tu qu'elle sera surprise? Les choses s'arrangèrent ainsi. Nous entrâmes dans la maison et j'allai m'asseoir dans la cheminée à la place où j'avais passé tant de soirées d'hiver. Comme je ne pouvais pas couper mes longs cheveux, je les cachai sous le col de ma veste, et me pelotonnant, je me fis tout petit, pour ressembler autant que possible au petit Rémi de Mère Barberin. Ainsi installé, je pus regarder autour de moi. Il me sembla que j'avais quitté la maison la veille seulement. Rien n'était changé. J'aurais eu plaisir à voir de près chaque objet, mais il fallait rester en observation. Tout à coup, j'aperçus une coiffe blanche. En même temps, la harpe qui soutenait la barrière craqua. « Cache-toi vite, dis-je à Mathia. » Je me fis de plus en plus petit. La porte s'ouvrit. Du seuil, Mère Barberin m'aperçut. « Qui est là ?» dit-elle. Je la regardai sans répondre, et de son côté, elle me regarda aussi. Tout à coup, ses mains furent agitées par un tremblement. « Mon Dieu, murmura-t-elle, mon Dieu, est-ce possible, Rémi ?» Je me levai et courant à elle, je la pris dans mes bras. « Maman, mon garçon, c'est mon garçon. » Il nous fallut plusieurs minutes pour nous remettre et nous essuyer les yeux. Un reniflement étouffé me rappela que Mathia était cachée. Derrière le lit, je l'appelai, il se releva. « Celui-là, c'est Mathia, dis-je, mon frère. »« Ah, tu as donc retrouvé tes parents » s'écria Mère Barberin. « Non, je veux dire que c'est mon camarade, mon ami. Et voilà Capi, mon camarade aussi, et mon ami. »« Salut la mère de ton maître, Capi. » Mathia me fit un signe pour me rappeler notre surprise. « Si tu voulais, dis-je à Mère Barberin, nous irions un peu dans la cour voir le poirier crochu dont j'ai souvent parlé à Mathia. » Comme nous étions devant l'étable, notre vache qui avait faim, qui croyait sans doute qu'on lui apportait à manger, se mit à beugler. « Une vache dans l'étable !» s'écria Mère Barberin. Alors, n'y tenant plus, Mathia et moi nous éclatâmes de rire. Mère Barberin nous regarda, bien étonnée, mais c'était une chose si invraisemblable que, malgré nos rires, elle ne la comprit pas. « C'est une surprise, dis-je, une surprise que nous te faisons. Je n'ai pas voulu revenir les mains vides chez Mère Barberin, qui était si bonne pour son petit Rémi, l'enfant abandonné. »« Oh, le bon enfant, le cher garçon !» s'écria Mère Barberin en m'embrassant.
Puis nous entrâmes dans l'étable pour que Mère Barberin pût examiner notre vache, qui maintenant était sa vache. À chaque découverte, Mère Barberin poussait des exclamations. « Quelle belle vache !» Tout à coup, elle s'arrêta me regardant. « Ah ça, tu es donc devenu riche ?»« Je crois bien, dit Mathieu en riant. Il nous reste 58 sous. » Et Mère Barberin répéta son refrain, mais avec une variante. « Les bons garçons !» Cela me fut une douce joie de voir qu'elle pensait à Mathia et qu'elle nous réunissait dans son cœur. Pendant ce temps, notre vache continuait de meugler. « Elle demande qu'on veuille bien la traire, dit Mathia. Quelle satisfaction pour Mère Barberin quand elle vit son seau aux 3/4 rempli d'un beau lait mousseux. « Je crois qu'elle donnera plus de lait que la roussette, dit-elle. » La vache traite, on la lâcha dans la cour pour qu'elle pût paître, et nous rentrâmes à la maison où j'avais préparé sur la table notre beurre et notre farine. Quand Mère Barberin aperçut cette nouvelle surprise, elle recommença ses exclamations. « Celle-là, dis-je, est pour nous au moins autant que pour toi. Nous mourons de faim, et nous avons envie de manger des crêpes. Te rappelles-tu comment nous avons été interrompus le dernier mardi gras que j'ai passé ici? Cette fois-ci, nous ne serons pas dérangés. »« Tu sais donc que Barberin est à Paris ?» demanda Mère Barberin. « Sais-tu aussi ce qu'il est allé y faire? Cela a de l'intérêt pour toi. »« Pour moi ?» dis-je, effrayée. Mais avant de répondre, Mère Barberin regarda Mathia, comme si elle n'osait parler devant lui. « Oh, tu peux parler devant Mathia, dis-je. Il est un frère pour moi. Tout ce qui m'intéresse l'intéresse aussi. »« C'est que cela est assez long à expliquer, dit-elle. Je vis qu'elle avait de la répugnance à parler, et ne voulant pas la presser devant Mathia, de peur qu'elle refusât, ce qui semblait qu'il devait peiner celui-ci, je décidai d'attendre pour savoir ce que Barberin était allé faire à Paris. « Barberin doit-il de revenir bientôt ?» demandai-je. « Oh non, bien sûr. Alors rien ne presse. Occupons-nous des crêpes. Tu me diras plus tard ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce voyage de Barberin à Paris. Puisqu'il n'y a pas à craindre qu'il revienne fricasser ses oignons dans notre poêle, nous avons tout le temps à nous. As-tu des œufs ? » ?»« Non, je n'ai plus de poules. Nous ne t'avons pas apporté d'œufs parce que nous avions peur de les casser. Ne peux-tu pas aller en emprunter ?» Elle parut embarrassée, je compris qu'elle avait peut-être emprunté trop souvent pour emprunter encore. « Il vaut mieux que j'aille en acheter moi-même, dis-je. Pendant ce temps, tu prépareras la pâte. Dis à Mathia de casser ta bourrée. » Il casse très bien le bois, Mathia. Quand je revins, la farine était délayée avec le lait et il n'y avait plus qu'à mêler les œufs à la pâte. Il est vrai qu'elle n'aurait pas le temps de lever, mais nous avions trop grand faim pour attendre. Si elle était un peu plus lourde, nos estomacs étaient assez solides pour ne pas se plaindre. « Ah ça, dit Mère Barberin, tout en battant vigoureusement la pâte, sais-tu que je t'ai cru mort bien souvent, car je me disais, si Rémi était encore de ce monde, il écrirait bien sûr à sa mère Barberin. Elle n'était pas toute seule, Mère Barberin. Je savais qu'elle ne pourrait pas lire elle-même ce que je lui écrirais, et qu'il y avait avec elle un père Barberin qui me faisait terriblement peur, qui seul était le maître de la maison, et qu'il avait bien prouvé en me vendant un jour 40 francs à un vieux musicien. Il ne faut pas parler de ça, mon petit Rémi. Ce n'est pas pour me plaindre, c'est pour t'expliquer pourquoi je n'ai pas osé t'écrire. Cela ne m'empêcherait pas de penser à toi, et quand j'étais malheureux, cela m'est arrivé quelquefois, c'était Mère Barberin que j'appelais à mon secours. » Tout en parlant, tandis que Mère Barberin battait la pâte pour nos crêpes et que Mathia cassait la bourrée, je mettais les assiettes, les fourchettes, les verres sur la table, et j'allais à la fontaine emplir la cruche d'eau. Quand je revins, la terrine était pleine d'une belle bouillie jaunâtre. Dans la cheminée flambait un beau feu clair que Mathia entretenait en y mettant des branches brun à brun. Assis sur son océan, dans un coin de l'âtre, Capi regardait ses préparatifs d'un œil attendri.
Mère Barberin mit la poêle au feu et ayant pris un morceau de beurre au bout de son couteau, elle le fit glisser dans la poêle où il fondit aussitôt. Le beurre commença à grésiller. « Il chante » cria Mathia. « Oh, il faut que je l'accompagne. » Pour Mathia, tout devait se faire en musique. Il prit son violon et doucement en sourdine, il se mit à plaquer des accords sur la chanson de la poêle, ce qui fit rire Mère Barberin aux éclats. Mais le moment était trop solennel pour s'abandonner à une gaieté intempestive. Mère Barberin verse la pâte dans la poêle, donne une tape sur la queue de la poêle, puis d'un coup de main, elle fait sauter la crêpe au grand effroi de Mathia. Après avoir été faire une courte promenade en l'air dans la cheminée, la crêpe retombe dans la poêle, sens dessus-dessous, montrant sa face rissolée. Je n'ai que le temps de prendre une assiette et la crêpe glisse dedans. Elle est pour Mathia qui se brûle les doigts, les lèvres, la langue et le gosier. Mais qu'importe, il ne pense pas à sa brûlure. « Ah que c'est bon, dit-il, la bouche pleine. C'est à mon tour de tendre mon assiette et de me brûler. » La troisième crêpe est rissolée et Mathia avance la main, mais Capi pousse un formidable jappement. Il réclame son tour. Et Mathia lui offre la crêpe au grand scandale de Mère Barberin, qui ne comprend pas qu'on donne à un chien à manger de chrétien. Pour la calmer, je lui explique que Capi est un savant, et que d'ailleurs, il a gagné une part de la vache. Il doit donc manger comme nous, puisqu'elle a déclaré qu'elle ne toucherait pas aux crêpes avant que notre terrible faim ne soit calmée. Il fallut longtemps avant que cette faim, et surtout notre gourmandise, fussent satisfaites. Cependant, il arriva un moment où nous déclarâmes d'un commun accord que nous ne mangerions plus une seule crêpe avant que Mère Barberin en eût mangé quelques-unes. Quand la terrine fut enfin vidée, Mathia, qui s'était bien aperçu que Mère Barberin ne voulait point parler devant lui, déclara qu'il avait envie de voir un peu comment se conduisait la vache dans la cour, et sans rien écouter, il nous laissa en tête-à-tête, Mère Barberin et moi. Si j'avais attendu jusqu'à ce moment, ce n'était cependant pas sans une assez vive impatience. Si Barberin était à Paris, c'était, me semble-t-il, pour retrouver Vitalis et se faire payer par celui-ci les années échues pour son loyer. Je n'avais donc rien à voir là-dedans, Vitalis étant mort, il ne pouvait pas payer et ce n'était pas à moi qu'on pouvait réclamer quelque chose. Mais si Barberin ne pouvait pas me réclamer d'argent, il pouvait me réclamer moi-même, et ayant mis la main sur moi, il pouvait aussi me placer n'importe où, chez n'importe qui, à condition qu'on lui payerait une certaine somme. Or, j'étais bien décidé à tout faire avant de me résigner à subir l'autorité de l'affreux Barberin. S'il le fallait, je quitterais la France, je m'en irais en Italie avec Mathia, en Amérique, au bout du monde. Quand Mathia fut sorti, j'ai interrogé Mère Barberin. « Maintenant que nous sommes seuls, me diras-tu en quoi le voyage de Barberin à Paris est intéressant pour moi ?»« Bien sûr, mon enfant, et avec plaisir encore. »« Avec plaisir ?» Je fus stupéfait. « Il paraît que ta famille te cherche. »« Ma famille ? Oui, ta famille, mon Rémi. J'ai une famille, moi, l'enfant abandonné. Il faut croire que ça n'a pas été volontairement qu'on t'a abandonné. Mais puisque maintenant on te cherche, qui me cherche, ô Mère Barberin? Parle plus vite, je t'en prie. » Puis tout à coup, il me sembla que j'étais fou et je m'écriai « Mais non, c'est impossible. C'est Barberin qui me cherche pour me reprendre, pour me revendre, mais il ne me reprendra pas. Oh mon Rémi, comment peux-tu penser que je me prêterai à cela? Il veut te tromper, Mère Barberin. Voyons, mon enfant, sois raisonnable. Écoute ce que j'ai entendu moi-même. Cela tu le croiras, n'est-ce pas? Il y aura lundi prochain un mois. J'étais à travailler dans le fournil quand un homme, ou pour mieux dire un monsieur, entra dans la maison où se trouvait Barberin à ce moment.
C'est vous qui vous nommez Barberin, dit le monsieur qui parlait avec l'accent de quelqu'un qui ne serait pas de notre pays. Oui, répondit Jérôme, c'est moi. C'est vous qui avez trouvé un enfant à Paris, avenue de Breteuil, et qui vous êtes chargé de l'élever. Oui. Où est cet enfant présentement? Je vous prie. Qu'est-ce que ça vous fait, je vous prie, répondit Jérôme. Si j'avais douté de la sincérité de mère Barberin, j'aurais reconnu l'amabilité de cette réponse de Barberin qu'elle me rapportait bien ce qu'elle avait entendu. Tu sais, continua-t-elle, que dedans le fournil, on entend ce qui se dit ici. Et puis, il était question de toi, et ça me donnait envie d'écouter. Alors, pour mieux entendre, je m'approchai, je marchais sur une branche qui se cassa. Nous ne sommes donc pas seuls, dit le monsieur. C'est ma femme, répondit Jérôme. Il fait bien chaud ici, dit le monsieur. Si vous vouliez, nous sortirions pour causer. Ils s'en allèrent tous deux, et ce fut seulement 3 ou 4 heures après que Jérôme revint tout seul. Tu t'imagines combien j'étais curieuse de savoir ce qui s'était dit entre Jérôme et ce monsieur, qui était peut-être ton père, mais Jérôme ne répondit pas à tout ce que je lui demandais. Il me dit seulement que ce monsieur n'était pas ton père, mais qu'il faisait des recherches pour te retrouver de la part de ta famille. Et où est ma famille? Quelle est-elle? Ai-je un père, une mère? Ce fut ce que je demandai comme toi à Jérôme, et il me dit qu'il n'en savait rien. Puis il ajouta qu'il allait partir pour Paris afin de retrouver le musicien auquel il t'avait loué et qui lui avait donné son adresse à Paris, rue de l'Oursine, chez un autre musicien appelé Garofoli. J'ai bien retenu tous les noms, retiens-les toi-même. Je les connais, sois tranquille. Et depuis son départ, Barberin ne t'a rien fait savoir? Non, sans doute. Il cherche toujours le monsieur, lui avait donné 100 francs en 5 louis d'or. Et depuis, il lui aura donné sans doute d'autre argent. Tout cela, et aussi les boulonges dans lesquelles tu étais enveloppé lorsqu'on t'a trouvé, et la preuve que tes parents sont riches. À ce moment, Mathia passa devant la porte. Je l'appelai. Mathia, mes parents me cherchent. J'ai une famille, une vraie famille. Mais chose étrange, Mathia ne parut pas partager ma joie et mon enthousiasme. Alors je lui fis le récit de ce que mère Barberin venait de me rapporter. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 26.2. Et nous vîmes apparaître notre ami le vétérinaire. Il se pencha pour voir qui jouait ainsi. Sans doute il nous reconnut et il comprit notre intention, car de sa main il nous fit signe. « Je vais vous ouvrir la porte, dit-il, vous jouerez dans le jardin. » Et presque aussitôt cette porte nous fut ouverte. « Vous êtes de braves garçons, dit-il, en nous donnant à chacun une bonne poignée de main, mais vous êtes aussi des étourdis. Vous n'avez donc point pensé que le sergent de ville pouvait vous arrêter pour tapage nocturne sur la voie publique? » Notre concert recommença dans le jardin, qui n'était pas bien grand, mais très coquet, avec un berceau couvert de plantes grimpantes. Comme le vétérinaire avait plusieurs enfants, nous eûmes bientôt un public autour de nous. On alluma des chandelles sous le berceau et nous jouâmes jusqu'après 10 heures. Quand un morceau était fini, on nous applaudissait et on nous en demandait un autre. Si le vétérinaire ne nous avait pas mis à la porte, je crois bien que, sur la demande des enfants, nous aurions joué une bonne partie de la nuit. Mais il ne nous laissa pas aller sans nous offrir une collation qui nous fut agréable. Alors, pour remerciement, Capi joua quelques-uns de ses tours les plus drôles. Il était près de minuit quand nous partîmes. La ville d'Ussel, si tranquille le soir, était le lendemain matin pleine de tapage et de mouvements. Avant le lever du jour, nous avions entendu un bruit incessant de charrettes roulant sur le pavé et se mêlant au hennissement des chevaux, au meuglement des vaches, au bêlement des moutons, aux cris des paysans.
Dans la rue, tout un flot mouvant se dirigeait vers le champ de foire. Comme il n'était encore que 6 heures, nous eûmes envie d'aller passer en revue les vaches déjà arrivées et de faire notre choix à l'avance. Après une demi-heure de promenade, nous en avions trouvé 17 qui nous convenaient tout à fait. Celle-ci pour telle qualité, celle-là pour telle autre, 3 parce qu'elles étaient rousses, 2 parce qu'elles étaient blanches, ce qui bien entendu souleva une discussion entre Mathia et moi. À 7 heures, nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait et nous revînmes avec lui au champ de foire. « En voici une qui doit être bonne, dit Mathia, en désignant une vache blanchâtre. « Je crois que celle-là est meilleure, dis-je en montrant une rousse. Le vétérinaire nous mit d'accord, en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une troisième. C'était une petite vache aux jambes grêles, rouge de poils, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe. Ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache. 300 francs. Déjà, cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête. Les bras nous tombèrent du corps. 300 francs, ce n'était pas du tout notre affaire. Je fis un signe au vétérinaire pour lui dire que nous devions passer à une autre. Il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. Alors, une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit 150 francs. Le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170. Le paysan descendit à 280. Mais arrivé à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi. Au lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail. Elle avait les jambes trop faibles, le cou trop court, les cornes trop longues, elle manquait de poumons, la mamelle n'était pas bien conformée. Le paysan répondit que, puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour 250 francs, parce qu'elle fut en bonne main. Là-dessus, la peur nous prit. Nous imaginons tous deux que c'était une mauvaise vache. Allons en voir d'autres, dis-je. Sur ce mot, le paysan, de diminution en diminution, arriva à 210 francs. Mais il y resta. D'un coup de coude, le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que la vache était loin d'être mauvaise, était excellente, mais 210 francs, c'était une grosse somme pour nous. Pendant ce temps, Mathia, tournant par derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue et la vache lui avait détaché un coup de pied. Cela me décida. « Va pour 210 francs, dis-je. » Et j'étendis la main pour prendre la longe, mais le paysan ne me la céda pas. « Et les épingles de la bourgeoise, dit-il. » Une nouvelle discussion s'engagea, et finalement nous tombâmes d'accord sur 20 sous d'épingles. Il nous restait donc 3 francs. De nouveau j'avançai la main, le paysan me la prit et me la serra. J'étais un ami et je n'oublierai pas le vin de la fille. Le vin de la fille nous coûta 10 sous. Pour la 3e fois, je voulus prendre la longe. Le paysan m'arrêta. « Vous avez apporté un licou, me dit-il. »« Je vends la vache, je ne vends pas son licou. » Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour 30 sous. Ce n'était pas cher. Il nous fallait un licou pour conduire notre vache. J'abandonnai les 30 sous, calculant qu'il nous en resterait encore 20 ans. Je comptai donc les 213 francs. Pour la 4e fois, j'étendis la main. « Où donc est votre longe ?» demanda le paysan. « Je vous ai vendu le licou. »« Je ne vous ai pas vendu la longe. » La longe nous coûta 20 sous, nos 20 derniers sous. Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou. « Nous allons travailler, dit Mathia. Les cafés sont pleins de monde. En nous divisant, nous pouvons jouer dans tous. Nous aurons une bonne recette ce soir. »
Et après avoir conduit notre vache dans l'écurie de notre auberge, nous nous mîmes à travailler à chacun de notre côté, et le soir, quand nous fîmes le compte de notre recette, je trouvai que celle de Mathia était de 4 francs 50 centimes et la mienne de 3 francs. Avec 7 francs 50 centimes, nous étions riches. Mais la joie d'avoir gagné ces 7 francs 50 centimes était bien petite, comparée à la joie que nous éprouvions d'en avoir dépensé 214. Nous décidâmes, la fille de cuisine, à traire notre vache, et nous soupâmes avec son lait. Jamais nous n'en avions bu d'aussi bon. Le lendemain matin, nous étions levés avec le soleil, et tout de suite nous nous mettions en route pour Chavanon, comme j'étais reconnaissant à Mathia du concours qu'il m'avait prêté. J'avais voulu lui donner le plaisir de conduire notre vache, et il n'avait pas été médiocrement heureux de la tirer par la longe. Elle avait fort bon air, marchant lentement, en se balançant, en se prélassant comme une bête qui a conscience de sa valeur. Mon intention, pour ne pas fatiguer notre vache et aussi pour ne pas arriver trop tard à Chavanon, était d'aller coucher dans le village où j'avais passé ma première nuit de voyage avec Vitalis. De là, nous partirions le lendemain matin pour arriver de bonne heure chez Mère Barberin. Mais le sort, qui jusque-là nous avait été si favorable, se mit contre nous et changea nos dispositions. Nous avions décidé de partager notre journée de marche en 2 parts et de la couper par notre déjeuner, surtout par le déjeuner de la vache. Ayant trouvé un endroit où l'herbe était verte et épaisse, nous mîmes les sacs à bas et nous fîmes descendre notre vache dans le fossé. Tout d'abord, je voulus la tenir par la longe, mais elle se montra si tranquille et si appliquée à paître que bientôt je lui entortillai la longe autour des cornes et m'assis. Naturellement, nous eûmes fini de manger bien avant elle. Alors, après l'avoir admirée pendant assez longtemps, ne sachant plus que faire, nous nous mîmes à jouer aux billes. Nous eûmes fini de jouer avant que la vache eût fini de paître. Et quand elle nous vit venir à elle, elle se mit à tondre l'herbe à grands coups de langue, comme pour nous dire qu'elle avait encore faim. « Attends un peu, dit Mathia. Tu ne sais donc pas qu'une vache mange toute la journée ? Si je lui donnais un petit air de cornet à piston, dit Mathias, qui restait difficilement en repos. Nous avions une vache dans le cirque Gassot et elle aimait la musique. Et sans en demander davantage, Mathias se mit à jouer une fanfare de parade. Aux premières notes, notre vache leva la tête, puis tout à coup, avant que j'eusse pu me jeter à ses cornes pour prendre sa longe, elle partit au galop. Et aussitôt nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en l'appelant. Je criai à Capi de l'arrêter. Mais on ne peut pas avoir tous les talents. Un chien de conducteur de bestiaux eût sauté au nez de notre vache. Capi, qui était un savant, lui sauta aux jambes. Bien entendu, cela ne l'arrêta pas, tout au contraire, et nous continuâmes notre course. Elle en avant, nous en arrière. C'était 2 kilomètres environ, avant d'arriver à un gros village, que nous nous étions arrêtés pour manger, et c'était vers ce village que notre vache galopait. Elle entra dans ce village, naturellement avant nous, et nous pûmes voir, malgré la distance, que des gens lui barraient le passage et s'emparaient d'elle. Alors nous ralentîmes un peu notre course. Notre vache ne serait pas perdue. Je m'étais imaginé que je n'avais qu'à réclamer ma vache, mais au lieu de me la donner, on nous entoura, et l'on nous posa question sur question. D'où venions-nous? Où avions-nous eu cette vache? Nos réponses étaient aussi simples que faciles. Cependant, elles ne persuadèrent pas ces gens, et 2 ou 3 voix s'élevèrent pour dire que nous avions volé cette vache et qu'il fallait nous mettre en prison en attendant que l'affaire s'éclaircît. L'horrible frayeur que le mot de prison m'inspirait me troubla et nous perdit. Je pâlis, je balbutiai, je fus incapable de me défendre. Sur ces entrefaites, un gendarme arriva en quelques mots. On lui conta notre affaire, et comme elle ne lui parut pas nette, il déclara qu'il fallait mettre notre vache en fourrière et nous en prison, on verrait plus tard. Je voulus protester,
Mathias voulut parler, le gendarme nous imposa durement silence. Alors, me rappelant la scène de Vitalis avec l'agent de police de Toulouse, je dis à Mathias de se taire et de suivre monsieur le gendarme. Tout le village nous fit cortège jusqu'à la prison. On nous fouilla, on nous prit notre argent, nos couteaux, nos allumettes. Alors on nous laissa et la porte se referma sur nous avec un bruit de ferraille vraiment tragique. Nous étions en prison. Pour combien de temps? Mathias vint se mettre devant moi. Cogne, dit-il, cogne sur la tête. Tu ne frapperas jamais assez fort pour ma bêtise. Tu as fait la bêtise et je l'ai laissé faire. J'aimerais mieux que tu cognes, j'aurais moins de chagrin. Notre pauvre vache, la vache du prince, qui va lui donner à manger? Qui va la traire? Plusieurs heures se passèrent dans ces tristes pensées, et plus le temps marchait, plus nous nous désolions. Enfin, notre porte s'ouvrit, avec un terrible bruit de ferraille, et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs, dont l'air ouvert et bon nous rendit tout de suite l'espérance. « Allons, coquin, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à monsieur le juge de paix. »« c'est bien, dit le juge de paix, je me charge d'interroger celui-là. » Il me désigna du doigt. « Emmenez l'autre et gardez-le, je l'interrogerai ensuite. » Mathias sortit. « On vous accuse d'avoir volé une vache, me dit le juge. Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire d'Ussel, et je nommai le vétérinaire qui nous avait assisté dans cet achat. Cela sera vérifié. Dans quelle intention avez-vous acheté une vache? Pour la conduire à Chavanon et l'offrir à Mère Barberin, qui a été ma nourrice. Était-ce la nourrice, la femme d'un ouvrier maçon qui, il y a quelques années, a été estropiée à Paris? Oui, monsieur le juge de paix. Cela aussi sera vérifié. Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l'avais fait pour le vétérinaire d'Ussel. Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions, et je dus répondre que s'il interrogeait Mère Barberin, le but que nous nous étions proposé ne se trouvait manqué. Il n'y avait plus de surprise. Cependant, au milieu de mon embarras, j'éprouvai une vive satisfaction. Le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps. Cela me rendit si joyeux que je trouvai des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire pour prouver que nous n'avions pas volé la vache. Et où avez-vous eu l'argent nécessaire pour acheter cette vache? Nous l'avons gagnée. Où? Comment? J'expliquai comment, depuis Paris jusqu'à Vars, et depuis Vars jusqu'au Mont d'Or, nous l'avions gagnée et amassée sou à sou. Et qu'alliez-vous faire à Vars? Cette question m'obligea à un nouveau récit. Quand le juge de paix entendit que j'avais été enseveli dans la mine de la Truyère, il m'arrêta et d'une voix tout adoucie, presque amicale, « Lequel de vous est Rémi? dit-il. »« Moi, monsieur le juge de paix. »« Qui le prouve? Tu n'as pas de papier, m'a dit le gendarme. »« Non, monsieur le juge de paix. »« Alors, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Vars. J'en ai lu le récit dans les journaux. Si tu n'es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas. » Le tutoiement du juge de paix m'avait donné du courage. Je voyais bien qu'il ne nous était pas hostile. Quand j'eus achevé mon récit, je m'imaginais qu'il allait me dire qu'il nous rendait la liberté, mais il n'en fut rien. Sans m'adresser la parole, il me laissa seul. Je restai assez longtemps, livré à mes réflexions, mais à la fin, le juge de paix revint avec Mathia. « Je vais faire prendre des renseignements à Ussel, dit-il, et si, comme je l'espère, il confirme vos récits, demain, on vous mettra en liberté. »« Et notre vache, demanda Mathia, on vous la rendra. »« Ce n'est pas cela que je voulais dire, répliqua Mathia. Qui va lui donner à manger? Qui va la traire, hein? Sois tranquille, gamin.
Aussitôt que le juge de paix fut parti, la vache du prince fera son entrée triomphale, dit Mathia. Et dans sa joie, il se mit à danser en chantant. Je lui pris les mains et Capi, qui jusqu'alors était resté dans un coin triste et inquiet, vint se placer au milieu de nous, debout sur ses deux pattes de derrière. Alors nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge effrayé vint voir si nous ne nous révoltions pas. Chapitre 27. Mère Barberin. Notre nuit ne fut pas mauvaise. Nous en avions passé de moins agréables à la belle étoile. À 8 heures du matin, notre porte s'ouvrit, et nous vîmes entrer le juge de paix suivi de notre ami le vétérinaire, qui avait voulu venir lui-même pour nous mettre en liberté. Quant au juge de paix, il me remit un beau papier timbré. « Vous avez été des fous, me dit-il amicalement, de vous embarquer ainsi sur les grands chemins. Voici un passeport que je vous ai fait délivrer par le maire. Ce sera votre sauvegarde désormais. Bon voyage, les enfants. » Et il nous donna une poignée de main. Quant au vétérinaire, il nous embrassa. Nous étions entrés misérablement dans ce village. Nous en sortions triomphalement, menant notre vache par la longe et marchant la tête haute. Les paysans qui se tenaient sur leurs portes nous jetaient de bons regards. « Je ne regrette qu'une chose, dit Mathia, c'est que le gendarme qui a jugé bon de nous arrêter ne soit pas là pour nous voir passer. Le gendarme a eu tort, mais nous aussi nous avons eu tort de ne jamais penser à avoir des papiers qui puissent renseigner les gens sur notre compte. Nous avions reçu une trop belle leçon pour avoir l'idée d'abandonner la longe de notre vache. Elle était douce, notre vache. Cela était vrai, mais aussi peureuse. Nous ne tardâmes pas à atteindre le village où j'avais couché avec Vitalis. De là, nous n'avions plus qu'une grande lande à traverser pour arriver à la côte qui descend à Chavanon. En passant par la rue de ce village et justement devant la maison où Zerbino avait volé une croûte, une idée me vint, que je m'empressai de communiquer à Mathia. « Tu sais que je t'ai promis des crêpes chez Mère Barberin, mais il n'y a peut-être pas de beurre ni de farine chez elle. Si nous lui emportions, c'est une fameuse idée. Alors tiens la vache surtout, ne la lâche pas. Je vais entrer chez cet épicier et acheter du beurre et de la farine. Quant aux œufs, si la mère Barberin n'en a pas, l'on empruntera, car nous pourrions les casser en route. » J'entrai dans l'épicerie où Zerbino avait volé sa croûte et j'achetai une livre de beurre ainsi que 2 livres de farine. Puis nous reprîmes notre marche. J'aurais voulu ne pas presser notre vache, mais j'avais si grande hâte d'arriver que malgré moi, j'allongeai le pas. Encore 10 kilomètres. Hector Malot, Sans famille. Volume 2, chapitre 28. L'ancienne et la nouvelle famille. Je dormis peu cette nuit-là, et cependant, combien de fois, glacé par le froid de la nuit ou percé par la rosée du matin, avais-je regretté mon lit d'enfant. Aussitôt que je fus couché, je m'endormis, mais je ne tardai pas à me réveiller en sursaut. Et alors il me fut impossible de retrouver le sommeil. J'étais trop agité, trop enfiévré. Ma famille me cherchait. Mais pour la retrouver, c'était à Barberin que je devais m'adresser. Cette pensée seule suffisait pour assombrir ma joie. J'aurais voulu que Barberin ne fût pas mêlé à mon bonheur. Ce n'était pas par pitié que Barberin m'avait ramassé dans la rue, ni par pitié qu'il s'était chargé de moi, c'était tout simplement parce que j'étais enveloppée dans de beaux langes. C'était parce qu'il y aurait profit un jour à me rendre à mes parents. Ce jour n'étant pas venu assez vite au gré de son désir, il m'avait vendu à Vitalis. Maintenant, il allait me vendre à mon père. Toujours je revenais à cette idée désespérante que ce serait Barberin qui me ramènerait à mes parents, et que ce serait lui qui serait remercié, récompensé. Enfin, il fallait bien en passer par là.
Pour le moment, je n'avais qu'à le chercher chez 2 ou 3 logeurs du quartier Mouffetard, dont Mère Barberin connaissait les noms, et je les trouverais certainement chez l'un ou chez l'autre. Je devais donc partir pour Paris et chercher moi-même celui qui me cherchait. J'avais espéré que nous pourrions passer plusieurs jours tranquilles, heureux auprès de Mère Barberin, et voilà que le lendemain même nous devions nous remettre en route. Ce fut à agiter ces pensées que je passai ma nuit presque tout entière, me disant tantôt que je ne devais abandonner ni Étiennette ni Lise, tantôt au contraire que je devais courir à Paris aussi vite que possible pour retrouver ma famille. Enfin je m'endormis, sans m'être arrêtée à aucune résolution. Le matin, lorsque nous fûmes tous les 3 réunis, Mère Barberin, Mathis et moi, autour de l'âtre où chauffait le lait de notre vache, nous dîmes conseil. Que devais-je faire et que raconter mes angoisses de la nuit? Il faut aller tout de suite à Paris, dit Mère Barberin. Tes parents te cherchent, ne retarde pas leur joie. Et elle développa cette idée en l'appuyant de bien des raisons qui, à mesure qu'elle les expliquait, me paraissaient toutes meilleures les unes que les autres. Alors, nous allons partir pour Paris, dis-je, c'est entendu. Mais Mathia ne montra aucune approbation pour cette résolution. Jusqu'à ce jour, dit-il enfin, ta famille, c'était Lise, Étiennette, Alexis et Benjamin, qui avaient été des sœurs et des frères pour toi, qui t'avaient aimé. Mais voilà une nouvelle famille qui se présente, que tu ne connais pas, qui n'a rien fait pour toi que de te déposer dans la rue, et tout à coup tu abandonnes ceux qui ont été bons pour ceux qui ont tout au moins l'air de ne pas l'avoir été. Je trouve que cela n'est pas juste. Mathia prononça ces paroles comme s'il était fâché contre moi, sans me regarder, sans regarder Mère Barberin. Cela me peina, mais j'étais dans la situation de ces gens irrésolus, qui se rangent du côté de celui qui a parlé le dernier. Mathia a raison, dis-je, et ce n'était pas de le cœur léger que je me décidai à aller à Paris, sans avoir vu Étiennette et Lise. Mais tes parents, insista Mère Barberin. Il fallait se prononcer. J'essayais de tout concilier. Nous n'irons pas voir Étiennette, dis-je, parce que ce serait un trop long détour, mais avant d'aller à Paris, nous passerons par Drezy pour voir Lise. Si cela nous retarde, le retard ne sera pas considérable. Il fut convenu que nous partirions le lendemain, et je passai une partie de la journée à écrire une longue lettre à Étiennette, en lui expliquant pourquoi je n'allais pas la voir, comme j'en avais eu l'intention. Et le lendemain, une fois encore, j'eus à supporter la tristesse des adieux, mais au moins je ne quittai pas Chavanon, comme je l'avais fait quand j'étais partie avec Vitalis. Je pus embrasser Mère Barberin et lui promettre de revenir la voir bientôt avec mes parents. Il fallut aussi nous séparer de notre pauvre petite vache. Mathia l'embrassa plus de 10 fois sur le mufle, ce qui parut lui être agréable, car à chaque baiser, elle allongeait sa grande langue. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins. Nous marchons à grands pas, ou plus justement poussés à mon insu par la hâte d'arriver à Paris, j'allonge le pas. « Comme tu es pressé, me dit Mathia d'un air chagrin. C'est vrai, et il me semble que tu devrais l'être aussi. Il secoua la tête. Je fus dépitée et peinée de voir ce geste que j'avais déjà remarqué plusieurs fois depuis qu'il était question de ma famille. Ne sommes-nous pas frères? Oh, entre nous, bien sûr, mais pourquoi veux-tu que je sois le frère de tes frères, si tu en as, le fils de ton père et de ta mère? Est-ce que si nous avions été à Lucas, je n'aurais pas été le frère de ta sœur Christina? Ce n'est pas la même chose, pas du tout. Tu serais venu à Lucas, tu aurais été reçu par 2 pauvres gens, mes parents, qui n'auraient eu rien à te reprocher puisqu'ils auraient été plus pauvres que toi.
Mais si les Boulonges disent vrai, comme le pense Mère Barberin, tes parents sont riches. Alors pourquoi veux-tu qu'ils accueillent un pauvre petit misérable comme moi? Que suis-je donc moi-même si ce n'est un misérable? Présentement. Mais demain tu seras leur fils. On t'enverra au collège, on te donnera des maîtres, et moi je n'aurai qu'à continuer ma route tout seul. Mais mon petit Mathia, si mes parents sont riches, ils le seront pour toi comme pour moi. S'ils m'envoient au collège, tu y viendras avec moi. Nous ne nous quitterons pas, nous travaillerons ensemble, nous grandirons, nous vivrons ensemble, comme tu le désires, et comme je le désire moi-même, tout aussi vivement que toi. Je sais bien que tu le désires, mais tu ne seras plus ton maître. L'heure était arrivée de nous arrêter pour déjeuner. Mathia prit le chien dans ses bras et, s'adressant à lui comme s'il avait parlé à une personne qui pouvait le comprendre et lui répondre, « N'est-ce pas, vieux Capi, que toi aussi tu aimerais mieux que les parents de Rémi fussent pauvres ?» En entendant mon nom, Capi, comme toujours, poussa un aboiement de satisfaction et il mit sa patte droite sur sa poitrine. Avec des parents riches, Capi est mis à la cour, dans une niche, et probablement à une belle chaîne en acier. Mais enfin, à une chaîne, parce que les chiens ne doivent pas entrer dans les beaux appartements. J'étais jusqu'à un certain point fâché que Mathia me souhaitât des parents pauvres, au lieu de partager le rêve qui m'avait été inspiré par Mère Barberin. Et d'un autre côté, j'étais heureux de voir enfin et de comprendre le sentiment qui avait provoqué sa tristesse. C'était l'amitié, la peur de la séparation. Ce n'était que cela. Si nous n'avions pas été obligés de gagner notre pain quotidien, j'aurais malgré Mathia continué de forcer le pas. Mais il fallait jouer dans les villages, et en attendant que mes riches parents eussent partagé avec nous leurs richesses, nous devions nous contenter des petits sous que nous ramassions difficilement, çà et là au hasard. D'ailleurs, en plus du pain quotidien, nous avions encore une autre raison qui nous obligeait à faire des recettes aussi grosses que possible. Je voulais que ma petite Lise fût heureuse comme l'avait été Mère Barberin. Assurément, je partagerai ma richesse avec Lise, mais en attendant, avant que je fusse riche, je voulais porter à Lise un cadeau acheté avec l'argent que j'aurais gagné. Ce fut une poupée et un ménage que nous achetâmes à 2 6, ce qui, par bonheur, coûtait moins cher qu'une vache. De 2 6 à Dreuzy, nous n'avions plus qu'à nous hâter ce que nous fîmes. À partir de Châtillon, nous suivîmes les bords du canal et ses rives boisées, cette eau tranquille, ces péniches qui allaient, doucement traînées par des chevaux, me reportèrent au temps joyeux où, sur le Cygne, avec Madame Milligan et Arthur, j'avais ainsi navigué sur un canal. Où était-il maintenant le Cygne? Sans doute Madame Milligan était retournée en Angleterre avec son Arthur guéri. C'était là ce qu'il était censé de croire. Et cependant, plus d'une fois, je me demandais, en apercevant de loin un bateau traîné par des chevaux, si ce n'était pas le Cygne qui venait vers nous. Comme nous étions à l'automne, nos journées de marche étaient moins longues, et nous prenions nos dispositions pour arriver dans les villages où nous devions coucher avant que la nuit fût tombée. Cependant, bien que nous eussions forcé le pas, surtout dans la fin de notre étape, nous n'entrâmes à Dreuzy qu'à la nuit noire. Pour arriver chez la tante de Lise, nous n'avions qu'à suivre le canal, puisque le mari de tante Catherine, qui était éclusier, demeurait dans une maison bâtie à côté même de l'écluse dont il avait la garde. Mon cœur battait fort en approchant de cette maison dont la fenêtre était éclairée par la réverbération d'un grand feu. Lorsque nous fûmes tout près, je vis que la porte et la fenêtre étaient fermées, mais par cette fenêtre qui n'avait ni volet ni rideau, j'aperçus Lise à table à côté de sa tante, tandis qu'un homme, son oncle sans doute, placé devant elle, nous tournait le dos.
On soupe, dit Mathia, c'est le bon moment. Mais je l'arrêtais de la main sans parler, tandis que de l'autre je faisais signe à Capi de rester derrière moi, silencieux. Puis, dépassant la bretelle de ma harpe, je me préparais à jouer. Ah oui, dit Mathia, à voix basse, une sérénade. C'est une bonne idée. Non, pas toi, moi tout seul. Et je jouais les premières notes de ma chanson napolitaine. Je regardais Lise. Elle leva vivement la tête et je vis ses yeux lancés comme un éclair. Je chantais. Alors elle sauta à bas de sa chaise et courut vers la porte. Je n'eus que le temps de donner ma harpe à Mathia. Lise était dans mes bras. On nous fit entrer dans la maison, puis après que tante Catherine m'eut embrassée, elle mit 2 couverts sur la table, mais je la priai d'en mettre un 3e, et de mon sac je tirai notre poupée que j'assis sur la chaise, à côté de celle de Lise. Le regard que Lise me jeta, je ne l'ai jamais oublié, et je le vois encore. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 29. Si je n'avais pas eu hâte d'arriver à Paris, je serais restée longtemps, très longtemps avec Lise. Nous avions tant de choses à nous dire, et nous pouvions nous en dire si peu avec le langage que nous employions. Lise avait à me raconter son installation à Dreuzy, comment elle avait été prise en grande amitié par son oncle et sa tante, comment il la traitait comme leur vraie fille, comment elle vivait dans leur maison, quelles étaient ses occupations, ses jeux et ses plaisirs. Et moi, de mon côté, j'avais à lui demander si elle avait des nouvelles de son père et à lui dire tout ce qui m'était arrivé depuis notre séparation. Bien entendu, ce fut ma famille qui tint la grande place dans mon récit, et je répétais à Lise ce que j'avais déjà dit à Mathia, insistant surtout sur mes espérances de fortune, qui, se réalisant, nous permettraient à tous d'être heureux, son père, ses frères, elle et surtout elle. Lise, qui n'avait point acquis la précoce expérience de Mathia, était toute disposée à admettre que ceux qui étaient riches n'avaient qu'à être heureux en ce monde. Que ce fût moi qui fusse riche, que ce fût elle, peu importait, c'était la même chose quant au résultat. Ce n'était pas seulement à nous entretenir que nous passions notre temps. C'était encore à nous promener tous les 3, Lise, Mathia et moi, ou plus justement tous les 5, car monsieur Capi et mademoiselle la poupée étaient de toutes nos promenades. Le soir, nous nous asseyions devant la cheminée et je jouais de la harpe. Au moment de nous séparer pour aller nous coucher, Lise me demandait ma chanson napolitaine et je la lui chantais. Cependant, malgré tout, il fallut quitter Lise et ce pays pour se remettre en route. Mais pour moi, ce fut sans trop de chagrin. J'avais si souvent caressé mes rêves que j'en étais arrivée à croire que j'étais déjà riche. Mon dernier mot à Lise, mot non parlé bien entendu mais exprimé, fera comprendre combien sincère j'étais dans mon illusion. Je viendrai te chercher dans une voiture à 4 chevaux, lui dis-je. Cependant, avant de faire en voiture la route de Paris à Dreuzy, il fallut faire à pied celle de Dreuzy à Paris, et sans Mathia, je n'aurais eu d'autre souci que d'allonger les étapes, me contentant de gagner le strict nécessaire pour notre vie de chaque jour. Gagnons ce que nous pouvons gagner, disait-il, en m'obligeant à prendre ma harpe. Qui sait si nous trouverons Barberin tout de suite? C'était là un conseil plein de sagesse. J'avoue cependant que je ne chantais plus que comme lorsqu'il s'agissait de gagner des sous pour la vache de la mère Barberin ou pour la poupée de Lise. Comme tu seras paresseux quand tu seras riche, disait Mathia. Avant d'arriver à Villejuif, nous entrâmes dans la ferme où nous avions donné le premier concert de notre association. Le marié et la mariée nous reconnurent et ils voulurent que nous les fissions danser encore. Ce fut de là que nous partîmes le lendemain matin.
pour faire notre rentrée dans Paris. Il y avait juste 6 mois et 14 jours que nous en étions sortis. Pour la journée du retour, mais la journée du retour ne ressemblait guère à celle du départ. Le temps était gris et froid, plus de soleil au ciel, plus de fleurs, plus de verdure sur les bas-côtés de la route, mais qu'importait la tristesse du temps. Nous avions en nous une joie intérieure qui n'avait pas besoin d'excitation étrangère. Quand je dis nous, cela n'est pas exact, c'était en moi qu'il y avait de la joie, et en moi seul. Pour Mathia, il était de plus en plus mélancolique, et souvent il marchait durant des heures entières sans m'adresser la parole. Ce fut seulement quand nous nous arrêtâmes pour déjeuner, avant d'arriver aux fortifications, que en mangeant son pain, mais assis sur une pierre, il me dit ce qui le préoccupait si fort. Sais-tu à qui je pense au moment d'entrer à Paris? À Garofoli. Il peut être en liberté, maintenant, est revenu dans son logement de la rue de l'Oursine. C'est rue Mouffetard que nous devons chercher Barberin, c'est-à-dire dans le quartier même de Garofoli. Que se passera-t-il si par hasard il nous rencontre? Il est mon maître, il est mon oncle, il peut donc me reprendre avec lui sans qu'il me soit possible de lui échapper. L'esprit emporté par mon espérance, je n'avais pas pensé à Garofoli, mais tout ce que Mathia venait de me dire était possible. « Que veux-tu » lui demandai-je. « Ne pas entrer dans Paris ?» Je crois que si je n'allais pas dans la rue Mouffetard, ce serait assez pour échapper à la mauvaise chance de rencontrer Garofoli. « Eh bien, ne viens pas rue Mouffetard, j'irai seule, et nous nous retrouverons quelque part ce soir à 7 heures. » L'endroit convenu entre Mathia et moi pour nous retrouver fut le bout du pont de l'Archevêché, du côté du chevet de Notre-Dame, et les choses ainsi arrangées, nous nous remîmes en route pour entrer dans Paris. Arrivés à la place d'Italie, nous nous séparâmes émus tous deux comme si nous ne devions plus nous revoir. Je me dirigeai vers la rue Mouffetard, qui n'était qu'à une courte distance. C'était la première fois depuis 6 mois, que je me trouvais seule, sans Mathia, sans Capi près de moi, et dans ce grand Paris, cela me produisait une pénible sensation. J'avais écrit sur un papier les noms et les adresses des logeurs chez lesquels je devais trouver Barberin, Pajot, Barabeau et Chopinet. Ce fut Pajot que je rencontrai le premier sur mon chemin. J'entrai bravement, mais ce fut d'une voix tremblante que je demandai Barberin. « Qu'est-ce que c'est que Barberin? Nous n'avons pas ça, je connais pas. » Je remerciai, j'allai un peu plus loin, chez Barabeau, où je posai de nouveau ma question. « Ah oui, Barberin, nous avons eu ça dans les temps, même qu'il nous doit une semaine. Où est-il ce coquin-là » C'était justement ce que je demandais. Je sortais désappointé. Et jusqu'à un certain point inquiet, je n'avais que Chopinet. Chopinet était restaurateur, et lorsque j'entrai dans la salle, plusieurs personnes étaient attablées. J'adressai mes questions à Chopinet lui-même qui, une cuillère à la main, était en train de tremper des soupes. Assez pratique. Barberin, me répondit-il, il n'est plus ici. Où est-il? Demandai-je en tremblant. Ah, je ne sais pas, il n'a pas laissé son adresse. Mais ma figure trahit sans doute ma déception, car l'un des hommes qui mangeait à une table m'interpella. Barberin, me dit-il, doit loger maintenant à l'hôtel du Cantal, passage d'Austerlitz. Il y était il y a 3 semaines. L'espoir me revint. Je remerciai et sortis, mais avant d'aller au passage d'Austerlitz, je voulus savoir des nouvelles de Garofoli pour les porter à Mathia. J'étais précisément tout près de la rue de l'Oursine. Je n'eus que quelques pas à faire pour trouver la maison où j'étais venu avec Vitalis, comme le jour où nous nous y étions présentés pour la première fois.
Le même vieux bonhomme accrochait des chiffons contre la muraille verdâtre de la cour. C'était à croire qu'il n'avait fait que cela depuis que je l'avais vu. « Est-ce que M. Garofoli est revenu ?» demandai-je. Le vieux bonhomme me regarda, se mit à tousser. « Est-ce que vous savez quand il doit revenir ?» dis-je, lorsque la tousse fut apaisée. « 3 mois. » Garofoli est en prison pour 3 mois encore. Mathia pouvait respirer, car avant 3 mois, mes parents auraient bien trouvé le moyen de mettre le terrible padrone dans l'impossibilité de rien entreprendre contre son neveu. Sans plus tarder, je me dirigeai vers le passage d'Austerlitz, plein d'espérance et de joie, et par suite de ces sentiments sans doute tout disposés à l'indulgence pour Barberin. En traversant le jardin des plantes, je ne tardai pas à arriver devant l'hôtel du Cantal, qui était en réalité un misérable garni. Il était tenu par une vieille femme à moitié sourde. Lorsque je lui eus adressé ma question, elle mit sa main encornée derrière son oreille et me pria de répéter ce que je venais de lui demander. « Je voudrais voir Barberin. Il loge chez vous, n'est-ce pas ?» Elle leva ses 2 grands bras en l'air par un mouvement si brusque que son chat, endormi sur elle, sauta à terre épouvanté. « Hélas, hélas, dit-elle. Puis, me regardant avec un tremblement de tête plus fort, « Seriez-vous le garçon ?» demanda-t-elle. « Quel garçon ?»« Celui qu'il cherchait. »« Qu'il cherchait ?» En entendant ces mots, je le cœur serré. « Barberin !» m'écriai-je. « Défunt. C'est défunt Barberin qu'il faut dire. Il est mort il y a 8 jours à l'hôpital Saint-Antoine. » Je restais anéanti. Mort Barberin, et ma famille, comment la trouver maintenant, où la chercher? « Alors, vous êtes le garçon ?» continua la vieille femme. « Celui qu'il cherchait pour le rendre à sa riche famille ?» Je me cramponnais à cette parole. « Vous savez ?» dis-je. « Je ne sais pas autre chose que ce que je viens de vous dire. »« Barberin ne vous a donc jamais parlé de ma famille ?»« Plus de 20 fois. Plus de 100 fois. Une famille riche. Où demeure cette famille? Comment se nomme-t-elle? Ah, voilà. Barberin ne m'a jamais parlé de ça. Il voulait que la récompense fût pour lui tout seul, comme de juste. C'était un malin. Et vous ne connaissez personne à qui Barberin n'aurait dit plus qu'à vous? Pas si bête, Barberin, de se confier à personne. Et vous n'avez jamais vu quelqu'un de ma famille venir le trouver? Jamais. Des amis à lui, à qui il aurait parlé de ma famille. Il n'avait pas d'amis. Je me pris la tête à 2 mains, mais j'étais incapable de suivre mes idées. Quand il a été mort, dit la vieille femme, nous avons cherché ce qu'il avait laissé là et ce qu'il avait laissé ici. Ah, ce n'était pas par curiosité, bien sûr, mais seulement pour avertir sa femme, car nous n'avons rien trouvé, à l'hôpital non plus. On n'a trouvé dans ses vêtements aucun papier. Mère Barberin est donc avertie? Pardi. Je restai assez longtemps sans trouver une parole. Que dire? Que demander? Ces gens m'avaient dit ce qu'ils savaient. Ils ne savaient rien. Et bien évidemment, ils avaient tout fait pour apprendre ce que Barberin avait tenu à leur cacher. Je remerciai et je me dirigeai vers la porte. « Et où allez-vous comme ça ?» me demanda la vieille femme. « Si vous n'avez pas un hôtel, vous pouvez loger ici, vous y serez bien. Je peux m'en vanter. Faites attention que si votre famille vous cherche, fatiguée de ne pas avoir des nouvelles de Barberin, c'est ici qu'elle s'adressera et non ailleurs. Alors vous serez là pour la recevoir. C'est un avantage, ça. » L'hôtel du Cantal était une des plus sales et des plus misérables maisons qu'il fut possible de voir, mais la proposition de la vieille femme était à considérer. D'ailleurs, ce n'était pas le moment de me montrer difficile, et je n'avais pas ma famille, ma riche famille, pour aller loger avec elle dans les beaux hôtels du boulevard. Ah, comme Mathia avait eu raison de vouloir gagner de l'argent dans notre voyage de Dresy à Paris. « Combien nous louerez-vous une chambre pour mon ami et moi ?» demandai-je. « 10 sous par jour.
Est-ce trop cher? Eh bien, nous reviendrons ce soir, mon ami et moi, rentrer de bonne heure. Paris est mauvais la nuit. Avant de rentrer, il fallait rejoindre Mathia, et j'avais encore plusieurs heures devant moi, avant le moment fixé pour notre rendez-vous. Ne sachant que faire, je m'en allai tristement au jardin des plantes. La nuit vint, on alluma des becs de gaz. Alors je me dirigeai vers l'église de Notre-Dame, dont les deux tours se détachaient en noir sur le couchant empourpré. Au chevet de l'église, je trouvai un banc, et là, je repris mes tristes réflexions. Jamais je ne m'étais senti si accablé, si lasse. Je n'avais qu'une distraction, c'était de compter les heures qui sonnaient tout autour de moi. Alors je calculai combien de temps attendre encore avant de pouvoir reprendre force et courage dans l'amitié de Mathia. Un peu avant 7 heures, j'entendis un aboiement joyeux avant que j'eusse pu réfléchir, car Capi avait sauté sur mes genoux. Il me léchait les mains à grands coups de langue, je le serrai dans mes bras, je l'embrassai sur le nez. Mathia ne tarda pas à paraître. « Eh bien, cria-t-il de loin, Barberin est mort. » Il se mit à courir pour arriver plus vite près de moi. En quelques paroles pressées, je lui racontai ce que j'avais fait et ce que j'avais appris. Par de bonnes paroles affectueuses, il tâcha de me consoler et surtout de me convaincre qu'il ne fallait pas désespérer. Évidemment, il ne s'agissait que d'un retard. Comme j'avais été enfant, de me désoler et de me désespérer. Alors, me sentant un peu plus calme, je racontai à Mathia ce que j'avais appris sur Garofoli. « Encore 3 mois, s'écria-t-il, et il se mit à danser un pas au milieu de la rue en chantant. Puis tout à coup, s'arrêtant, venant à moi, « Voilà que tu te désolais parce que tu avais perdu ta famille, et moi, voilà que je chante parce que la mienne est perdue. » Un oncle, ce n'est pas la famille, c'est-à-dire un oncle comme Garofoli. Si tu avais perdu ta sœur Christina, danserais-tu? Oh, ne dis pas cela, tu vois bien. Bah, par les quais, nous gagnâmes le passage d'Austerlitz, et je pus voir combien est belle la Seine, le soir lorsqu'elle est éclairée par la pleine lune. Mais quand nous nous trouvâmes avec une petite chandelle fumeuse dans un cabinet sous les toits, je ne pus m'empêcher de penser que ce n'était pas dans une chambre de ce genre que j'avais espéré coucher, et les draps en coton jaunâtre, combien peu ils ressemblaient au beau longe dont mère Barberin m'avait tant parlé. La miche de pain, graissée de fromage d'Italie, que nous eûmes pour souper, ne ressembla pas non plus au beau festin que je m'étais imaginé pouvoir offrir à Mathia. Mais enfin, tout n'était pas perdu, il n'y avait qu'à attendre, et ce fut avec cette pensée que je m'endormis.